Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour la CAN 2017 après un nul, un but partout concédé face à la Sierra Leone aujourd'hui au stade de la Paix de Bouaké. L'État ivoirien a créé un fonds pour indemniser les victimes des différentes crises. Mais comment fonctionne ce fonds? Quels sont les enjeux et les défis? La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale vient d'initier une rencontre pour éclairer l'opinion publique. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire mène une campagne contre la surcharge des véhicules poids lourds. Selon le Haut Conseil, la surcharge cause d'énormes désagréments aux routes nationales et internationales. La Chine et les États-Unis, les deux principaux pollueurs de la planète, ont ratifié aujourd'hui en marge du sommet du G20 l'accord mondial sur le climat conclu en décembre dernier à Paris à l'issue de la COP 21. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h de RTI1. Exode moral est un recueil de poèmes écrits par l'Ivoirien Yanaka. Il est notre invité de la page culture de ce samedi. Yanaka est éditeur, écrivain, poète, nouvelliste, romancier, j'ajouterai aussi guitariste amateur. Son ouvrage Exode moral est un recueil d'une vingtaine de poèmes qui a pour seul message l'espoir. Yanaka invite ses lecteurs à transcender les difficultés, retenir que du bien de la vie. Mais comment arriver à transcender ces difficultés que propose le poète Yanaka? Quelle méthode, quelle voie? Le poète qu'il est pourra-t-il être compris? Puisqu'il le dit lui-même, nul n'est poète chez soi. Exode moral sera décrypté dans la page culture. Ce sera dans une trentaine de minutes. Mais avant, revenons sur ce match des éléphants de Côte d'Ivoire qui se sont qualifiés pour la CAN 2017. Après un nul, un but partout concédé face à la Sierra Leone aujourd'hui, c'était au stade de la Paix de Bouaké. Revoyons ensemble ces buts. Les éléphants avec Mahamark. Première sélection. Et il est titulaire. Et ce ballon, Jonathan Kodja. Jonathan Kodja! Oh oh! Jonathan. Yao Kwasi. Qui contourne la défense. Yao Kwasi! Oh 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 oh! Aïe, ce retour gagnant alors qu'il s'était bien jeté Jonathan Kodja pour reprendre ce ballon. Kessié se pointu et se retourner. Goal! Et c'est l'enfant de Tipa qui frappe encore. Oh là là, quel but! Jonathan Kodja. Alors on n'a pas beaucoup d'occasions de vibrer en cette deuxième mi-temps. Et l'égalisation sierra-léonaise. L'égalisation sierra-léonaise, on l'avait dit. Voilà, les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique en titre, sont donc qualifiés pour la CAN 2017 qui se jouera au Gabon. Une délégation d'hommes d'affaires flamands séjourne depuis quelques jours en Côte d'Ivoire. Cette délégation, conduite par le ministre flamand par le ministre flamand de la mobilité, des travaux publics, du bien-être et du tourisme, s'est rendue à San Pedro où elle a procédé à la prolongation du contrat liant les ports de San Pedro et d'Anvers. Hervé Blé. En apposant leur signature sur les parapheurs, les directeurs généraux des ports de San Pedro et d'Anvers acceptent de prolonger leur partenariat. Un partenariat qui permettra d'intensifier le volume du trafic du port autonome de San Pedro vers la porte d'entrée de l'Europe qu'est le port international d'Anvers en Belgique. Dans cette opération de séduction des investisseurs étrangers, le ministre des Transports Gaoussou Touré joue sa partition rassurée. Vous êtes là, soyez rassurés que vous aurez tout le soutien du gouvernement pour la mise en œuvre de vos projets. Les opérateurs économiques flamands s'engagent à investir dans la construction d'une plateforme. Le projet San Pedro Logistique verra bientôt le jour. Pour le ministre flamand de la mobilité, des travaux publics, du bien-être et du tourisme, le marché du port autonome de San Pedro va connaître un accroissement avec le protocole d'accord qui vient d'être signé. Si vous utilisez le port flamand,
vous gagnez l'accès sur un marché de consommateurs de 200 millions de consommateurs du marché européen. Une visite guidée des installations portuaires a permis à la délégation flamande d'apprécier les potentialités du port autonome de San Pedro qui sera modernisé dès 2017. La première tranche des travaux de modernisation va coûter 400 milliards de francs CFA, a indiqué le ministre des Transports Gaoussou Touré. Les populations de Yapi-Kwamekro, dans le département de Bokanda, continuent de savourer leur joie. Elles ont de l'eau potable et en grande quantité. Leur village dispose d'un château d'eau. Les ministres Patrick Achi et Adama Kone ont fait le déplacement pour ouvrir les vannes de ce nouveau château financé par l'État ivoirien. On retrouve Hervé Bly. Fini la quête d'eau potable entamée depuis de nombreuses années par Yapi-Kwamekro, désormais à la disposition du village de la sous-préfecture de Nzekresessou, un château d'eau qui vient booster son développement. Après le lotissement, nous avons pu obtenir l'électrification. Après l'électrification, nous sommes aujourd'hui à la fête de l'eau, qui est vraiment le grand chantier. Parce que par le passé, nos parents allaient chercher l'eau très loin. Pour la livraison de l'ouvrage financé par l'État de Côte d'Ivoire, le village a accueilli le ministre des Infrastructures économiques Patrick Achi et celui chargé de l'économie et des finances Adama Kone. Le château d'eau qui fait aujourd'hui la fierté du village de Yapi-Kwamekro dans le département de Bokanda a une capacité de 3000 mètres cubes. Il matérialise pour le ministre Patrick Achi la cohésion entre les fils et filles de ce village. C'est la fête de l'unité. C'est parce que vous avez l'unité des cadres et que vous avez la paix que monsieur le ministre Adama Kone et moi on est ici. Partout où les cadres s'entendent et ils sont d'accord et engagés pour développer leur village, l'État est toujours à côté pour les accompagner. Le château d'eau obtenu, les prochains chantiers de la mutuelle de développement économique et social de Yapi-Kwamekro, grande zone productrice de riz, sont l'aménagement de retenues d'eau et aussi de terres pour la production agricole. La Cour pénale internationale a mis sur pied le fonds de soutien aux victimes en réponse aux torts commis à ces dernières. Parallèlement à cela, l'État de Côte d'Ivoire a créé un fonds pour indemniser les victimes des différentes crises. Mais comment fonctionnent ces deux structures? Quels sont leurs enjeux et leurs défis? La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale vient d'initier une rencontre pour éclairer l'opinion publique. On en sait plus dans ce dossier signé Maïsako. Mariam Danyogo, âgée d'une quarantaine d'années, a subi des préjudices matériels lors de la crise post-électorale. Notre maison a été pillée, on a tout perdu. Rien n'est sorti de la maison à part les extraits de naissance de mes enfants. N'ayant pas pour l'instant été prise en compte dans la phase pilote du processus d'indemnisation initié par le gouvernement, Mariam attend une seule chose, la réparation des torts qui lui ont été causés. C'est la prise en charge des victimes, c'est-à-dire l'indemnisation que nous voyons en Côte d'Ivoire qui va très lentement. Et notre souhait, c'est que le processus puisse avancer rapidement pour que toutes les victimes soient soulagées. Digbe Balin a lui abandonné tous ses biens lors de la crise de 2002. Contrairement à Mariam, il a reçu un dédommagement à travers le fonds d'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, il dit attendre plus et souhaite avant tout comprendre le fonctionnement du fonds octroyé par l'État de Côte d'Ivoire pour les victimes. Nous attendons à ce que les victimes soient véritablement indemnisées, qu'on puisse pencher sur la question de la réparation concernant les victimes. Sur quelle base véritablement les gens pourront effectivement s'appuyer pour indemniser les victimes. Mariam et Digbe devraient trouver des réponses à leurs différentes préoccupations au terme de la 11e conférence trimestrielle de la section 4 de la Coalition pour la Cour pénale internationale. Outre la présentation du fonds au profit des victimes à la CPI et celui mis en place par le gouvernement ivoirien, la rencontre a planché sur les défis et enjeux rencontrés par ces deux structures. Alors, le fonds fonctionne comme structure non judiciaire à côté de la Cour. Il est géré par un conseil d'administration qui sont 5 membres, élus directement par les États partis, dans les 5 régions qui se proposent autour de la Cour. Donc l'Afrique, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Amérique latine. Et nous travaillons sur le terrain avec des partenaires locaux. Les structures de mise en œuvre de nos activités
qui sont sélectionnés à travers des appels d'offres. Notre combat, c'est que nous avons été approchés par beaucoup de victimes qui sont dans des situations précaires depuis la crise de Côte d'Ivoire. C'était encore des balles dans le corps, d'autres sont handicapés, d'autres sont sur des femmes particulièrement par rapport aux violences sexuelles, sont malades, qui ont par exemple le VIH/SIDA. Donc nous avons attiré l'attention du fonds pour dire qu'il est bon qu'on puisse assister ces différentes personnes-là avant qu'il y ait la fin du procès. Parce que les procès aujourd'hui à la CPI sont des procès qui vont prendre du temps. Et il ne faudra pas attendre que les réparables se produisent. La société civile, partenaire privilégié des victimes, souhaiterait voir se concrétiser la collaboration entre le Fonds au profit des victimes à la CPI et le Fonds d'indemnisation pour les victimes de Côte d'Ivoire. Je pense que ces deux fonds-là doivent être complémentaires. D'où la nécessité, n'est-ce pas, que la CPI puisse rapidement mettre en œuvre ce fonds-là au plan local. Le Fonds au profit des victimes à la CPI et le Fonds d'indemnisation pour les victimes de Côte d'Ivoire ont un dénominateur commun, la prise en charge des personnes ayant subi des dommages au cours des différentes crises. Je vous livre ce communiqué du ministère de la Fonction publique. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration informe la population que des individus mal intentionnés procèdent aux raquettes des candidats inscrits aux différents concours administratifs contre admission de ces derniers. Dans la nuit de mercredi 31 août au jeudi 1er septembre 2016, 2 personnes appartenant à un réseau d'arnaqueurs ont été appréhendées par la police sur le site de l'antenne de la fonction publique d'Agamé alors qu'elles s'apprêtaient à afficher la liste des admis à l'un des concours pour lequel aucun candidat n'a encore composé. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration décline toute responsabilité face à cette pratique. De ce fait, il tient à rassurer les candidats sur la transparence autour des différents concours en les invitant à être vigilants et à dénoncer de telles pratiques qui sont de nature à jeter le discrédit sur la bonne organisation des concours administratifs. Et le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire mène une campagne contre la surcharge des véhicules poids lourds. Selon le Haut Conseil, la surcharge cause d'énormes désagréments aux routes nationales et internationales. Les transporteurs sont donc invités à respecter les charges autorisées. Justine Seigike. Le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, a adopté depuis 2005 un règlement relatif à l'harmonisation des normes et des procédures du contrôle du gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises dans les 8 États membres de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire a fait sien ce règlement qui participe de la préservation des routes en Afrique. Une campagne de sensibilisation des transporteurs et des conducteurs de véhicules poids lourds est donc initiée pour dire non à la surcharge des camions de transport de marchandises. Nous sommes en campagne de sensibilisation pour appeler nos compatriotes transporteurs à faire en sorte que nous puissions régler cette affaire de surcharge en nous conformant désormais au règlement 14 de l'UEMOA qui nous impose donc des poids. Transporteurs et conducteurs de véhicules poids lourds saluent l'application de ce règlement. Nous, les transporteurs, notre premier souci, c'est de charger moins et d'avoir un prix conséquent. Avant, on travaillait parallèlement. Quand on nous charge, on ne sait pas il y a combien de quantités qui se trouvent dans le camion. Mais aujourd'hui, le nouvel prix de l'UEMOA, là, vraiment, ça va, nous, en tant que les conducteurs, ça nous va droit au cœur. Le respect des charges autorisées rentre en vigueur en Côte d'Ivoire à partir du 1er octobre 2016. Tout contrevenant est passible d'une amende de 20 000 francs CFA pour la tonne en plus dans le cas du transport national et 60 000 francs CFA pour le transport international. Cette campagne qui débute à Abidjan va s'étendre à tout le territoire national. Le Palais de la Culture de Treichville accueille en ce moment jusqu'au 25 septembre prochain la 2e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Une trentaine de pays participent à ce MIVA qui prévoit des innovations majeures. Les participants ont une ambition, promouvoir l'artisanat qui reste un secteur porteur, nous expliquent Davis Oyo et Franco Adio. L'artisanat. Le secteur occupe une place de choix dans l'économie nationale. En 2014, c'était le premier pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire avec une contribution à hauteur de 12% du PIB.
La deuxième édition donc d'un marché ivoirien de l'artisanat pour consolider les acquis de la précédente, celle de 2014, et amener les populations à s'en approprier. Les retombées du MIVA, c'est d'abord la promotion des œuvres artisanales. Les gains, d'abord, les gains financiers pour les artisans qui vont participer. Maintenant, au plan de la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, notre pays, tous les pays participants au MIVA seront désormais des pays qui vont compter de plus en plus en matière de coopération et de relations internationales pour notre pays. On donne cette fois-ci une opportunité aux artisans de se faire connaître. C'est une aubaine qu'on leur donne, de se mesurer à leurs homologues du Maroc. Le MIVA, un espace pour la promotion des artisans d'Afrique et même au-delà. Une trentaine de pays participent à cette deuxième édition qui aura lieu du 16 au 25 septembre prochain à Abidjan. Sont annoncées des innovations telles le championnat de chocolat de Côte d'Ivoire et un concours entre régions phares. Ce concours va sélectionner la région phare qui sera mise à l'honneur. Maintenant, le concours du chocolat. Vous vous rappelez que le Conseil des ministres en sa séance du 16 février 2016 a fait la promotion du label Chocolat Ivoire. Nous allons insérer cette manifestation pour donner une dimension internationale au MIVA. Le thème choisi, artisanat africain et émergence, une façon de promouvoir l'excellence dans un secteur qualifié souvent déformel. À cette deuxième édition sont attendus plus de 25 visiteurs et 600 exposants avec pour invité spécial le Maroc. Et en attendant cette deuxième édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA qui s'ouvre le 16 septembre prochain, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix poursuit sa tournée sur le parti unifié et le référendum en vue de la nouvelle constitution. L'un des cadres du RHDP, Gaoussou Touré, était en visite dans le district du Denguélé où il a échangé avec les populations. Ces populations d'Odiéné, selon Gaoussou Touré, sont favorables au référendum. Salimatou Dia, Sidonie Davila. C'est une mission de sensibilisation qui a lieu dans la ville d'Odiéné. Le sujet, la nouvelle constitution. Gaoussou Touré, superviseur général du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP dans le district du Denguélé, a tenu à expliquer aux populations le contenu et les enjeux du test en préparation. La nouvelle constitution va d'abord drainer la suppression de l'article 35 de la constitution actuelle pour permettre à tous les Ivoiriens qui remplissent les conditions de pouvoir se présenter aux élections. Ensuite, il y aura le vote d'un vice-président en même temps que le président de la République. Et il y aura aussi la création d'un Sénat. La sensibilisation semble porter ses fruits. Les populations se sont engagées à y adhérer. Je me réjouis du fait que les populations disent qu'au niveau de la Constitution, c'est un vote à 100% pour le oui à la Constitution. Au cours de ce meeting animé par le ministre Gaoussou Touré, il a été aussi question de soutien au projet d'unification du RHDP et du rassemblement en vue des futures échéances électorales. Lancé le 12 août dernier, le programme d'assistance financière aux militants du RDR va entrer dans sa phase active. Mais avant son démarrage, le secrétaire général adjoint chargé de la solidarité initie une formation des secrétaires départementaux et des points focaux du parti. Voyons cela avec Abou Sanogo. Secrétaires départementaux et points focaux du Rassemblement des Républicains formés sur le programme d'assistance financière aux militants du parti. Une séance de formation en vue d'aider ces militants à réaliser des initiatives d'auto-emploi et autres activités génératrices de revenus, ce pour contribuer à la réduction de la pauvreté chez ces derniers. En associant les départementaux, nous voulons gérer le fonds dans la transparence. Nous voulons que les bénéficiaires soient vraiment les militants de notre parti. Et c'est pour ça que nous appuyons sur ceux-là, que nous invitons à de la rigueur, à de la transparence et à l'équité dans l'affectation des prêts. Ce fonds de soutien d'une valeur de 1 milliard de francs CFA, mis en place avec les apports des cadres du parti, doit parvenir au maximum de militants. Les futurs bénéficiaires devront faire preuve de discipline et de responsabilité
pour que cet appui soit bénéfique à l'ensemble des militants, puisque c'est un fonds qui doit tourner de façon revolving. Il n'est nullement question du financement de PME, mais plus modestement d'un fonds de solidarité pour venir en aide à nos militants les plus vulnérables dans le cadre d'AGR. Les stratégies et les mécanismes de mise en œuvre du fonds, les critères de sélection des bénéficiaires, les modalités de remboursement feront l'objet de réflexions pendant ces 3 jours d'échange. Mais déjà, les participants saluent l'initiative du parti. Je suis heureux, très heureux que le parti ait accepté de faire cela. Je pense que c'est une grande première et comme nous l'avons dit, il faut innover parce que nous allons vers l'émergence. Maintenant, les militants comprendront que chaque fois qu'ils posent des préoccupations, nous les remontons et le parti aussi à l'écoute de leurs différentes attentes. Pour moi, ce fonds permettra à tous nos jeunes militants qui ont des petits projets pouvoir se prendre en charge. Les prêts destinés aux militants iront de 25 000 à 200 000 francs CFA. Les premiers bénéficiaires seront servis à partir du 15 septembre prochain. Wacha Kedjebo, rentré du Ghana où il était en exil, a été célébré à Diabo. Wacha Kedjebo, président du Conseil national pour la paix et le progrès en Côte d'Ivoire, a été célébré par sa famille, les élus et cadres de Diabo. Le reportage de Chaltatou. Retour de l'exil de Wacha Kedjebo, président du Conseil national pour la paix et le progrès en Côte d'Ivoire. Ses parents et amis sont dans une joie totale. En témoigne la mobilisation de toutes les couches sociales de la sous-préfecture de Diabo, sa région natale. Les différents orateurs, notamment les membres de sa famille, les élus locaux et les cadres ont réaffirmé leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et à son gouvernement qui œuvre pour le retour des Ivoiriens en exil. Le président du Conseil national pour la paix et le progrès en Côte d'Ivoire, Wacha Kedjebo, lui, a pris l'engagement pour les actions en faveur de la réconciliation et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous ne finirons jamais de dire merci à Alassane Ouattara. Au nom de la réconciliation nationale, nous demandons pardon à tous. Tous ceux qui ont été égratignés par les propos, par les actes, par les gestes de Wacha, nous leur adressons notre pardon. La famille Traoussou leur dit pardon. Aujourd'hui, nous accueillons notre frère Wacha Kedjebo à bras ouverts et à cœur ouvert. Vraiment, toutes nos portes lui sont ouvertes pour lui donner des conseils et pour l'accompagner afin que son intégration soit totale dans le groupe. Mes reconnaissances partent à l'endroit du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui est disposé pour la paix aujourd'hui. Et parce que les actes sont suivis, je voudrais saluer ces actes-là et encourager encore le président et son gouvernement à poursuivre. Moi, en ce qui me concerne, j'ai décidé de demander pardon et de prôner l'apaisement. Le sous-préfet de Diabo a représenté à cette cérémonie la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Il a salué les initiateurs de la journée de reconnaissance au chef de l'État. Loin de la Côte d'Ivoire, la Chine et les États-Unis, les 2 principaux pollueurs de la planète ont ratifié aujourd'hui en marge du G20 l'accord mondial sur le climat conclu en décembre dernier à Paris à l'issue de la COP 21. Salima Toudia, Sidonie Davila. 12 décembre 2015, un accord mondial sur le climat est scellé à Paris en marge de la COP 21. Il vise à contenir le réchauffement climatique sous le seuil de 2 degrés Celsius. 180 pays signent l'accord de Paris sans le ratifier. Chacun devrait le faire selon ses propres modalités au plan national. Seuls 24 sur 55 pays totalisant 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre le ratifient. Et ce ne sont que là des petits États insulaires ne représentant que 1,08% des émissions. Alors, où sont passés les grands pollueurs? La Chine et les États-Unis sont responsables au total d'environ 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, 15% pour les seules émissions américaines. Mais ce samedi 3 septembre, au sommet du G20, à Hangzhou en Chine, ils se sont inscrits à la bonne école. Nous avons soumis au secrétaire général de l'ONU l'accord de Paris ratifié. La Chine et les États-Unis sont les premières nations du G20 à avoir achevé un rapport d'évaluation
des produits de combustible fossiles. Une bonne nouvelle pour François Hollande, le président français, qui espère un processus rapide vers l'entrée en vigueur de l'accord de Paris. Pékin et Washington devraient motiver certains pays à la ratification, comme l'Inde, un autre pollueur, avec plus de 6,3% des émissions de gaz à effet de serre. Bienvenue dans la page culture. Cette page s'ouvre avec le festival du Zanzan dans l'est de la Côte d'Ivoire. Ce festival, qui a sa 8e édition, constitue un creuset où diverses cultures de cette région agissent pour le seul bénéfice de la cohésion sociale. Franck Quadio nous rend compte de la cérémonie d'ouverture présidée par le ministre de la Culture et de la Francophonie. La région du Gontougo dans l'Est ivoirien célèbre l'art et la culture. 8e édition du Festival du Zanzan à Bondoukou, la capitale. Atmosphère colorée par les tenues vestimentaires, rites et danses de réjouissances diverses et variées. Espace cosmopolite, le Zanzan, à travers ce festival, se veut un cadre d'expression de la fraternité. Invité spécial, cette troupe de danse venue du Burkina Faso. Magnifier la cohésion sociale. Et le thème évocateur, les arts et la culture à mémoire des peuples et l'évier de la cohabitation pacifique, le cas du Zanzan. Conforter la solidarité, la cohésion et la concorde à l'échelle nationale. Et dans les actions conduites par le gouvernement pour promouvoir, préserver et soutenir nos cultures, les festivals patrimoniaux constituent un des fers de lance. Activités culinaires, ateliers, échanges culturels, mais surtout hommage au mérite. Le 8e festival du Zanzan, qui prend fin le 4 septembre, a permis à la chefferie traditionnelle d'honorer des fils de la région, les ministres Alzoumana Moutaye et Augustin Komoué. Mon fils ou mon mari, c'est le 2e film du jeune réalisateur ivoirien Ange Bayo. Il a été présenté hier au public. Un film de presque 2 heures d'horloge qui relate le drame de la stérilité et de l'infertilité, ou plutôt la hantise de sacrifier son amour pour pouvoir procréer, un drame social que nous présente Franck Quadio. Quand se pose le difficile choix entre l'amour pour le fils et l'amour pour son homme, Soraya a choisi, ou du moins la vie l'y a aidé, donner naissance et s'en aller, laissant à Ben, son mari, en cadeau, un enfant. Imbroglio sentimental sur fond de quête de l'idéal qui au final n'existe pas. Mon fils, mon mari, le second film du tout jeune réalisateur Ange Bayo, à peine 26 ans. Aujourd'hui, beaucoup de foyers ont des problèmes d'enfantement. Beaucoup de femmes connaissent ce problème-là. Mais on veut dire à ces femmes que le bonheur, c'est d'avoir un bon mari qui vous aime et une famille épanouie. Mais si vous avez un enfant, c'est un bonus. Redonner confiance aux jeunes réalisateurs et leur offrir un canal d'expression, le producteur du film dit vouloir apporter sa pierre à l'édifice. Il y a des talents, il y a des acteurs, il y a des réalisateurs, il y a des cadreurs. Il y a tous ces techniciens qui sortent des écoles ici qu'il faut exploiter. Je pense que c'est un créneau à utiliser. Des Ivoiriens de plus en plus présents dans les salles de cinéma, surtout quand l'affiche offre un scénario qui touche le quotidien. C'est un film qui nous permet vraiment de voir le mal et le bien. Et puis de ne pas vouloir forcer le destin. Souvent les femmes sont en difficulté, ne peuvent pas procréer, mais veulent donner un enfant à leur mari, à leur foyer. Souvent c'est des drames et je pense que c'est ce qui a été mis en exergue dans ce film. C'est un exercice difficile et c'est en cela que je tire mon chapeau aux producteurs, aux réalisateurs et à toute l'équipe. Kani Maoula et bien d'autres acteurs prometteurs pour les rôles principaux. Mon fils, mon mari est un cinéfilm ivoirien d'1h50. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Yann Aka est l'auteur de l'ouvrage Exode moral, un recueil de poèmes. Bonsoir Yann Aka. Bonsoir Madame Marie-Laure Ngourin.
Exode moral. Oui. On parle souvent d'exode rural. Vous dites exode moral. Que voulez-vous dire? Bon, en littérature, c'est la créativité. Surtout la poésie, c'est la créativité. Et l'exode rural, c'est le déplacement des populations du village, je veux dire, des zones rurales vers les zones urbaines. Mais exode moral ici, c'est un voyage à l'intérieur de soi, pour découvrir ses fragilités, pour découvrir aussi ses forces, ses faiblesses, et aussi pour transcender beaucoup de choses comme les épreuves de la vie, etc. Et on aura le temps d'en parler. Vous avez écrit cette œuvre en 2005, vous attendez 2014 pour la publier 9 ans plus tard. Pourquoi? Non, en réalité, j'ai écrit cette œuvre dans mon adolescence quand j'avais 18 ans. Il y a eu un simulacre d'édition dans les années 2005, mais maintenant que je suis éditeur, j'ai préféré sortir cette œuvre-là. Nous allons donc voir, parce que l'œuvre vient d'être dédicacée. Nous allons voir le résumé avec notre consoeur Sita Soro et poursuivre notre entretien. Une femme vêtue de blanc en pleine méditation, un oiseau blond, des bougies, des éclairs et un globe, des images pour évoquer la paix et le chaos, porte d'entrée de l'exode moral. Exode moral, titre de l'œuvre de Yanaka, une œuvre poétique invitant à un voyage intérieur. Un ouvrage de 56 pages comprenant 20 textes poétiques divisés en 3 parties. La poésie didactique, la poésie lyrique et la poésie satirique. La satire pour dénoncer les déviations politiques en Afrique et ses conséquences. Une poésie didactique où le poète pose une réflexion sur la société, les rapports sociaux, la condition du poète dans la société et les problématiques existentialistes. Le lyrisme pour chanter l'amour et ses histoires d'amour qui l'habillent de gloire et de haillons. Le message selon l'auteur, c'est celui de l'espoir. À cet effet, il invite à transcender les difficultés et à positiver. Il appelle également à recourir aux valeurs morales, à l'élévation de l'esprit et à la méditation sur la vie. D'autres thèmes tels que la vanité, l'argent et le terrorisme y sont abordés. Des vers qui ramènent le lecteur à la quête d'équilibre moral. Il faut arriver à transcender les difficultés. Ce sont les mots du poète que vous êtes. Mais vous dites en même temps, nul n'est poète chez soi. C'est comme ça que débute la préface de votre œuvre. C'est une parole forte qui reprend un verset biblique très connu, « Nul n'est prophète chez soi ». Est-ce que les gens ne vous taxeraient pas de blasphémateur si vous me permettez ce thème? Non, il n'y a aucun propos blasphématoire dans ce thème. C'est tout simplement pour exprimer l'incompréhension du poète dans la société. J'en parle. Et il y a certains qui se font une idée du poète qui n'est pas tout à fait vrai. C'est pourquoi, dans l'introduction de la première partie de ce poème, de ce texte qui s'appelle Écharde, j'ai cité une définition du poète Zadi Zaro qui dit « Le poète est un prêtre qui s'ignore, un adulte aux larmes faciles, un être qui aspire à l'idéal mais rencontre toutes sortes de difficultés. » Et quand vous dites aussi que nul n'est poète chez soi, est-ce que c'est parce que vous êtes incompris? Sinon, pourquoi vous n'êtes nul n'est poète chez soi? Je ne suis pas le seul poète qui l'exprime. Depuis des siècles, Victor Hugo en a parlé, Mallarmé en a parlé, Baudelaire en a parlé. Même quand vous lisez Victor Hugo dans La fonction du poète, il en parle. Aujourd'hui, il y a une désaffection de la poésie auprès des lecteurs. Quelles sont les raisons? Bon, d'après certains, ils disent que la poésie est vraiment hermétique. Alors, pourtant, vous nous faites voyager dans un monde non, pourtant, le poète, il ne s'exprime que simplement avec des images. Ceux qui sont capables, en griffe, de lire les psaumes de la Bible, c'est de la poésie. Nous allons donc voir un poème. Ça va vous donner le temps de mieux expliquer ce que vous dites. Lequel? Le goût de la poubelle. Oui. C'est un titre, je ne sais pas, mais quand on regarde, vous qui êtes poète, vous allez nous expliquer. Alors, quand vous dites le goût de la poubelle, et vous dites il y a des personnes comme vous qui ont consommé des mets succulents dans la poubelle. Or, la poubelle répugne. Alors, le goût de la poubelle, c'est un texte que j'ai écrit qui parle un peu de, comme on dit, la quête de l'équilibre et de l'avantage des épreuves. Une quête d'équilibre qu'on retrouve dans la poubelle. Oui, parce que la poubelle, c'est tout ce qui est... On met dans la poubelle tout ce qui est rejet. Les ordures, etc. Mais la poubelle aussi a une valeur thérapeutique, a un pouvoir thérapeutique. La poubelle a un avantage. Et c'est de découvrir en soi ses propres fragilités, ses misères, etc. Et les transcender aussi. Donc, c'est ce que j'exprime par le goût de la poubelle. Et vous allez plus loin en disant que la poubelle a une raison d'existence pédagogique. Quel est ce rôle pédagogique de la poubelle qui, en réalité, comme je le disais, doit répugner tout être normal?
Parce que dans les épreuves de la vie, il y a toujours un bénéfice. Dans une situation difficile, il y a toujours une leçon à en tirer. Et il y a certains qui apprennent à partir des erreurs, il y a certains qui apprennent à partir d'une succession de déviations. Alors, parler du goût de la poubelle, c'est parler des avantages qu'on peut tirer des épreuves. Des épreuves de la vie, tout simplement. D'accord. On va voir aussi un autre poème. Vous dites, et l'homme créa Dieu à son image. Oui, c'est un texte qui... Il a dit quelque part, c'est Dieu qui créa l'homme à son image. Mais bien sûr, c'est un texte qui, heureusement ou malheureusement, a été très médiatisé parce qu'il a coïncidé avec cette succession d'attentats terroristes. Alors, je présente... L'écrivain est un prophète méconnu. Il a l'avantage d'être une boussole, je vais dire de présenter ses textes ou ses écrits comme une boussole. Alors, c'est un miroir, tout simplement, que je présente à la société pour ensemble voir les idées qui caractérisent l'affirmation de notre foi dans la société, tissée de superstitions, de dogmatisme, de fanatisme et de tous ces dérivés. Alors, ces déviations-là qu'il fallait montrer, et ça donne raison au philosophe Nietzsche qui dit que la force de la foi n'exprime que la force et non la croyance, notre croyance. Donc, il y a beaucoup de déviations. Non, à cause des dérives, donc vous inversez les mots. Non, dites plutôt que c'est l'homme qui crée Dieu à son image. L'inversion de mots, le jeu de mots est secondaire par rapport au message qui est véhiculé. Alors donc, comment sauver ce monde qui va à sa dérive, selon vous? C'est pourquoi je présente cela comme un miroir. Les lecteurs reconnaîtront, verront ce fanatisme, etc., qui s'exprime dans l'expression de notre foi, ces déviations-là. Donc, c'est tout simplement ce miroir que je présente en résumé. Et quand on vous lit, le poète semble être une solution. Le poète, une solution? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que le poète est un observateur de la société. La poésie a cet avantage. Vous êtes en avance, vous voyez les choses. Mais bien sûr. Où est-ce qui va arriver? Mais bien sûr. La poésie a l'avantage de parler au cœur et au sens. Il y a des choses... que Dieu inspire à l'âme. Mais le poète, qu'il veut, à l'âme du poète. Mais les poètes, les poètes avant moi ont toujours fait le lien entre la poésie et la spiritualité. C'est bien réel, la poésie et la spiritualité. Et c'est en cela qu'on dit que le poète est un prophète. D'accord. Voilà. Alors, comment transcender les difficultés? Les lecteurs qui vous suivent, comment pourront-ils arriver à transcender toutes les difficultés? Parce que vous dites, de la vie, il faut retenir que ce qui est bien. Alors, dans ce voyage intérieur, à l'intérieur de soi, c'est de s'avouer ses défectuosités, c'est de s'avouer ses faiblesses, parce que les psychologues disent qu'on ne peut changer ce qu'on ne s'avoue pas. C'est d'être face à ce miroir-là. Je le dis dans un des textes, le poète n'est pas un esthéticien des défectuosités morales. Alors, c'est de regarder à l'intérieur de soi, c'est d'accepter ses fragilités, de reconnaître ce qu'on est, ses forces et ses faiblesses, et à partir de cela, tirer les leçons qu'il faut. Et c'est ainsi qu'on transcende toutes les épreuves de la vie. Il y a Baudelaire qui disait « Vous m'avez donné de la boue et j'en ai fait un trésor ». Alors, pour votre conclusion, je voudrais que vous lisiez cet extrait tiré de la préface de votre ouvrage. Alors, si vous allez lire juste derrière l'ouvrage, pour avoir dit l'épine, vous poursuivez. Pour avoir dit l'épine de la vérité, il est traité de traître. Il est victime de son art, de sa science, de son sacerdoce. Las de tant d'imprécations, osera-t-il éteindre la fontaine de sa voix? Une préface faite par Cédric Marchal, ici, qui est un jeune poète qui a beaucoup de talent, que je salue. Et je vous retourne la question, oseriez-vous éteindre la fontaine de votre voix, même si vous êtes incompris en tant que poète? Non, je l'ai dit dans plusieurs textes là-dedans. Dans La rébellion des poètes, par exemple, le poète, il parlera toujours. Même si vous pensez que vous êtes incompris, Yanaka? Cette incompréhension n'est pas liée à ma personne, c'est lié au message des poètes. Au poète que vous êtes. C'est lié au message des poètes. Et le message que devraient retenir les lecteurs sur ce plateau? Je saurais dire que malheureusement, il y a une désaffection, comme je le disais tout à l'heure, de la poésie. Pourtant, la poésie, c'est un genre c'est le premier genre littéraire, et c'est un genre qui est facile à décrypter. Alors j'invite tout le monde à s'approprier le livre Exode moral qui est en librairie.
Et bonne lecture à tous et à chacun. Merci beaucoup Yanaka. Il y a aussi un journaliste sportif que vous connaissez très bien, Ricardo Zama, qui vient de publier un ouvrage que vous allez peut-être lire aussi avec beaucoup de plaisir. Il s'agit, et l'œuvre a été dédicacée, il s'agit de l'épopée du football ivoirien. C'est le titre de cet ouvrage de José Ricardo Zama. L'œuvre a été présentée au public et il explique les raisons qui l'ont poussé à écrire sur le football ivoirien. Koulibaly Seydou. Sobre et brève, la cérémonie de dédicace de l'épopée du football ivoirien de José Ricardo Zama s'est déroulée à la salle San Pedro de l'Hôtel Ivoire. L'occasion pour l'auteur de donner les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre. Après près de 20 années d'exercice de ce métier, nous avons constaté qu'il y avait un vide, que nous n'avions pas de repères, alors que nous avions des équipes qui ont une histoire. Comment le savoir si rien n'est fait? Et donc, cela nous a interpellés. Nous y avions vu une sorte de sacerdoce. Et donc, il fallait véritablement faire cet ouvrage-là pour permettre aux jeunes générations d'avoir des appuis, d'avoir un recul pour parler de tel ou tel club. Un livre fort qui retrace les grandes preuves du football ivoirien. Le sacre des éléphants pour la première fois de leur histoire en Coupe d'Afrique des Nations en 1992 à Dakar. L'historique qualification pour la première fois à la Coupe du Monde en 2006 sont relatés avec détail. Les grands clubs ivoiriens comme le Stade d'Abidjan, le Stella Club d'Adjamé, l'Africa Sport et la SEC Mimosa ne sont pas oubliés. La belle époque des académiciens de la SEC Mimosa avec Jean-Marc Guiou est racontée avec un volet lyrique. Une belle initiative qui ouvre la voie à d'autres publications sur le sport ivoirien. L'épopée du football ivoirien est un cours d'histoire de notre football. Un cours d'histoire donc de José Ricardo Zama. Je rappelle que les éléphants de Côte d'Ivoire se sont qualifiés pour la CAN 2017 après un nul, un but partout concédé face à la Sierra Leone aujourd'hui au stade de la Paix de Bouaké. Merci à vous tous de votre aimable attention. Et ce ballon, Jonathan Coach.